le 8 avril 1943, à 27 000 pieds au-dessus de Caen, en France. Le masque à oxygène ne parvenait pas à dissimuler le sourire en coin de l'oberlieutenant Rolf Hermikin, tandis qu'il observait les silhouettes maladroites gravir laborieusement le ciel vers sa formation. À travers la verrière d'une limpidité cristalline de son Focke-Wulf 190 A5, l'as vétéran du Jagdgeschwader 26 étudiait les chasseurs américains qui faisaient leur début au combat au-dessus de l'Europe occupée. « Les armées nous envoient des bouteilles de lait volantes », transmit-il à son ailier, incapable de retenir un éclat de rire devant la vision de ces massifs Republic P-47 Thunderbolt peinant à gagner de l'altitude. En dessous, 16 P-47C du 4e groupe de chasse montaient pesamment en formation serrée, leur moteur Pratt & Whitney R, 2800 double Wasp de 2000 chevaux peinant sous les 7 tonnes de leurs appareils. Pour les pilotes allemands, habitués aux fines lignes des Spitfire et à la vivacité des chasseurs soviétiques, ces lourdes machines américaines paraissaient presque grotesques. Fuselage ventru coiffé de verrières à l'aspect de cerfs, ailes trop étroites pour leur corps massif, hélices si grandes qu'elles semblaient disproportionnées face à tout ce que comptait l'arsenal de la Luftwaffe. Ce qu'Hermikin ignorait, ce qu'aucun des pilotes allemands, tournoyant tels des loups au-dessus du champ de bataille, n'aurait pu imaginer, c'est qu'ils assistaient à la naissance de l'arme qui allait méthodiquement anéantir la chasse allemande. En moins de 18 mois, ces bouteilles de lait volantes se changeraient en instruments de terreur, leurs 8 mitrailleuses Browning AN-M2 devenant le bruit le plus redouté du ciel allemand. Les chiffres mêmes de la destruction sommeillaient déjà dans ces ailes démesurées. 3400 cartouches, un débit combiné de 6000 coups par minute, une puissance de feu suffisante pour trancher un Messerschmitt en deux en moins de 2 secondes. La métamorphose débuta ce matin d'avril lorsque le major Donald Blakesley, commandant le 335e escadron de chasse, aperçut la formation allemande se plaçant pour l'attaque. Cet ancien vétéran de l'escadron des Aigles, passé du Spitfire de la RAF au Thunderbolt quelques semaines auparavant, comprenait ce que ces hommes n'avaient pas encore saisi. Pour survivre dans un P-47, il fallait renoncer à tout ce qu'il croyait savoir du combat aérien. Le Thunderbolt incarnait une rupture totale avec la philosophie classique de conception des chasseurs. Tandis que les Allemands avaient misé sur des intercepteurs légers, optimisés pour la montée et la manœuvrabilité, Republic Aviation avait conçu l'inédit, un colosse des hautes altitudes, alliant masse, puissance et feu pour redéfinir les lois de la guerre dans les airs. Parmi les 56 pilotes américains dispersés dans le ciel français, ce matin-là se trouvaient des hommes appelés à devenir des légendes, de futurs as dont les noms feraient trembler les cœurs de la Luftwaffe. Mais en ce 8 avril 1943, ils n'étaient encore que des novices aux commandes d'une machine inéprouvée face à la force de chasse la plus aguerrie du monde. Les Allemands combattaient sans répit depuis 1939, vétérans de Pologne, de France, de Grande-Bretagne et de Russie. Les Américains, eux, comptaient exactement 0 jour de combat. Cette histoire raconte comment la logique industrielle triompha de la virtuosité tactique, comment la quantité et la qualité se fondirent en une supériorité écrasante, et comment les rires des pilotes allemands se muèrent en cris de terreur lorsqu'ils découvrirent ce que pouvaient infliger des mitrailleuses Browning synchronisées à un avion distant de 400 yards. Le Republic P-47 Thunderbolt était né d'une panique survenue en juin 1940. Tandis que les chasseurs allemands déferlaient sur la France, Alexander Kartveli, concepteur en chef de Republic Aviation, ingénieur d'origine géorgienne, reçut des spécifications pressantes de l'US Army Air Corps. On exigeait un intercepteur de haute altitude capable de rivaliser avec les meilleurs appareils de la Luftwaffe. Ce que Kartveli conçut à la place fut un monstre qui redéfinissait les limites du possible. « Ce sera un dinosaure », admit-il à son équipe de conception, mais un dinosaure aux proportions harmonieuses. Le prototype XP-47B, qui effectua son premier vol le 6 mai 1941, stupéfia tous ceux qui l'aperçurent. À 9 900 livres à vide,
il pesait 65% de plus que son prédécesseur, le P-43 Lancet. Son imposant système de turbosurpresseur, au conduit complexe serpentant dans la partie arrière du fuselage, lui conférait une allure presque ventrue. Les pilotes d'essai qui l'approchaient pour la première fois posaient invariablement la même question. Cet engin vole-t-il vraiment ? Non seulement il volait, mais il volait d'une manière inédite à haute altitude. Son moteur Pratt & Whitney R2800 Double Wasp, un 18 cylindres en étoile développant 2000 chevaux, pouvait maintenir sa pleine puissance à 27 000 pieds, là où les chasseurs allemands suffoquaient. Le turbosurpresseur, alimenté par les gaz d'échappement, offrait des performances de niveau marin jusque dans la stratosphère, là où l'air devenait trop ténu pour les compresseurs classiques. Le major Hubert Hub Zemke, commandant le 56e groupe de chasse en formation à Bridgeport, dans le Connecticut, haïssait d'abord cet appareil. Son unité perdit 18 pilotes et 41 avions lors d'accidents d'entraînement entre septembre 1942 et janvier 1943. Le P-47 tua davantage d'Américains durant l'entraînement que les Allemands n'en abattirent au cours des premiers mois de combat. Il partait en tête à queue lors des atterrissages, roulait sur lui-même sous l'effet du couple au décollage et piquait avec tant d'ardeur que les pilotes découvrirent le phénomène de compressibilité, leur commande se figeant tandis que des ondes de choc se formaient sur les ailes. Mais ceux qui parvinrent à le dompter découvrirent quelque chose d'extraordinaire. Le lieutenant Robert Johnson, fils de fermier venu de l'Oklahoma, qui deviendrait l'un des plus grands as américains avec 27 victoires, décrivit son premier vol ainsi. C'était comme s'attacher à une locomotive. La puissance était inimaginable. On ne le pilotait pas, on le visait. Les premières rencontres aériennes d'avril et de mai 1943 semblèrent confirmer tous les préjugés allemands. Les P-47 ne pouvaient virer aussi serrés que les Focke-Wulf 190, grimper aussi vite que les Messerschmitt 109, ni rivaliser avec leur agilité à moyenne altitude. Les pilotes de la Luftwaffe élaborèrent rapidement des tactiques pour exploiter ces faiblesses, attaquant par en dessous, là où les lourds Thunderbolt peinaient, forçant des combats tournoyants où l'adresse comptait davantage que la puissance de feu. Le Hauptmann Joseph Pepys, Priller, commandant du Jagdgeschwader 26, rapporta à son état-major après sa première rencontre. Le nouveau chasseur américain est de la chair à canon. Il vole comme un camion, vire comme un train de marchandises et grimpe comme une vache pleine. Nos gars les surnomment les Indiana, de grosses cibles qui se prennent pour des guerriers. Les statistiques semblaient confirmer cette confiance allemande. Durant leurs premiers mois d'opération, les groupes de chasse américains perdirent 14 Thunderbolt pour seulement 3 victoires confirmées. Les escadrons britanniques de Spitfire, observant la situation, suggérèrent discrètement aux Américains de reconsidérer leur monture. Les pilotes anglais plaisantaient en disant que la meilleure manœuvre d'évasion dans un P-47 consistait à se détacher et à courir dans l'habitacle spacieux. Mais un phénomène étrange se produisait lors de ces premiers affrontements que le renseignement allemand échoua à percevoir. Les P-47 abattus avaient enduré des dommages incroyables avant de succomber. L'un d'eux revint d'une mission du 4 mai criblé de 21 entailles de canon et de plus de 100 impacts de mitrailleuses, des dégâts qui auraient réduit un Messerschmitt ou un Spitfire en poussière. Son massif moteur radial, dépourvu de circuits de refroidissement vulnérables, encaissait des coups qui auraient arrêté net tout chasseur à refroidissement liquide. Plus significatif encore, lorsque les P-47 parvenaient à aligner leurs armes sur la cible, les effets étaient dévastateurs. Leur batterie de mitrailleuses créait une zone de convergence où régnait la destruction telle que les pilotes allemands n'en avaient jamais connue. Contrairement aux armes de calibre fusil des débuts de la guerre ou aux canons à munitions limitées, le chasseur américain pouvait maintenir un tir soutenu pendant plus de 30 secondes, une éternité dans un combat aérien. L'événement qui allait commencer à transformer la perception allemande se produisit le 26 juin 1943 au-dessus de Forges-les-Eaux, en France. Il impliqua le second lieutenant Robert S. Johnson du 61e escadron de chasse dans une rencontre devenue légendaire des deux côtés du conflit. La formation de 48 P-47 de Johnson
rentrait d'une mission d'escorte lorsqu'elle fut prise à revers par 16 Focke-Wulf 190 du 2e Jagdgeschwader 26, mené par le Hauptmann Wilhelm Ferdinand Galland, le jeune frère du célèbre Adolphe Galland. Les Allemands exécutèrent une attaque parfaite, plongeant du soleil avec une vitesse foudroyante. Le Thunderbolt de Johnson, qui fermait la formation, fut pris dans le feu croisé de plusieurs assaillants et subit des dégâts catastrophiques dès les premières secondes du combat. 21 obus de 20 mm explosèrent sur son appareil. La verrière vola en éclats, le liquide hydraulique jaillit dans le cockpit, le capot moteur fut arraché et un incendie se déclara derrière le tableau de bord. Johnson, blessé au nez et à la jambe par des éclats d'obus et des fragments de balles, tenta de s'éjecter, mais découvrit que la verrière était bloquée. Un obus de 20 mm avait explosé dans le rail, la soudant hermétiquement. Il se retrouva prisonnier d'un avion mourant à 27 000 pieds d'altitude. Ce qui se produisit ensuite défia toutes les lois connues de la résistance au combat. Bien qu'il n'eût aucune visibilité vers l'avant à travers le pare-brise maculé d'huile, qu'un moteur à peine fonctionnel fût secoué de violentes convulsions et que les commandes ne répondissent qu'à intervalles incertains, Johnson parvint à stabiliser son appareil et à le diriger vers l'Angleterre. Le P-47 continua de voler malgré des dommages qui auraient réduit tout autre chasseur en un amas de débris tombant du ciel. Puis la situation empira. Un Focke-Wulf 190 isolé, piloté par un aviateur inconnu du 2e Jagdgeschwader 26, aperçut le Thunderbolt estropié peinant vers la Manche à moins de 170 milles à l'heure. Les recherches historiques n'ont jamais permis d'identifier formellement ce pilote, bien que plusieurs noms aient été avancés d'après les rapports de combat allemands de ce jour-là. Ce qui suivit fut l'une des rencontres les plus extraordinaires de l'histoire de la guerre aérienne. Le pilote allemand se plaça derrière le P-47 de Johnson et ouvrit le feu avec ses 4 canons de 20 mm et ses 2 mitrailleuses de 13 mm. Incapable d'esquiver, Johnson ne put que se recroqueviller derrière sa plaque de blindage et prier. Le Thunderbolt absorba la totalité du chargement de munitions du canon. Le pilote allemand se repositionna et tira de nouveau, cette fois uniquement avec ses mitrailleuses, les obus étant épuisés. Il s'approcha de l'appareil américain, le dévisageant avec stupéfaction, incapable de croire que cette épave volante tenait encore dans les airs. Johnson distingua nettement son visage, jeune, blond, où l'assurance se muait peu à peu en incompréhension, puis en une peur à peine dissimulée. Le pilote allemand se remit en position, vida le reste de ses munitions sur le Thunderbolt, qui continua pourtant de voler. Il se plaça une seconde fois à sa hauteur, secoua la tête, incrédule, puis, dans un geste presque respectueux, lui adressa un salut informel avant de s'éloigner, manifestement à court de munitions. Le P-47 de Johnson se posa à Manston, son moteur expirant sur la piste. Le chef mécanicien cessa de compter les impacts après en avoir relevé 200. Un obus avait explosé à quelques centimètres de la tête de Johnson. Un autre s'était fragmenté contre la plaque de blindage derrière son siège. Le moteur avait encaissé des tirs directs, les câbles de commande étaient partiellement sectionnés et 3 des 4 longerons principaux, la colonne vertébrale du fuselage, avaient été transpercés. Pourtant, l'appareil l'avait ramené vivant. La survie de ce Thunderbolt provoqua une onde de choc dans les deux camps. Les ingénieurs américains, étudiant l'épave, comprirent qu'ils avaient sous-estimé leur propre création. Les services de renseignement allemands, recevant les rapports de la 2e escadrille du Jagdgeschwader 26, refusèrent d'abord d'y croire. Aucun avion ne pouvait encaisser une telle quantité de dégâts. Mais les témoignages concordants de plusieurs pilotes confirmèrent l'impensable. Le Thunderbolt avait résisté à tout ce que le meilleur chasseur de la Luftwaffe pouvait infliger. Dès juillet 1943, les pilotes américains apprirent à exploiter les véritables atouts du P-47. Le lieutenant-colonel Hubert Zemke, commandant du 56e groupe de chasse, en avait découvert le secret à force d'essais et d'erreurs. Ne tournez pas avec eux. Ne grimpez pas à basse altitude. Servez-vous de votre poids. Servez-vous de votre puissance. Servez-vous de vos canons.
La masse colossale du Thunderbolt, d'abord perçue comme un handicap, devint son arme la plus redoutable. En piqué, rien ne pouvait le rattraper. Depuis 30 000 pieds, un P-47 pouvait atteindre 550 milles à l'heure, une vitesse que nul chasseur allemand n'était capable d'égaler, même en chute verticale. Cette énergie cinétique pouvait ensuite être convertie en altitude grâce à une montée en chandelle qui laissait les poursuivants impuissants. Le capitaine Walker Bad Mahurin, futur as américain en Europe, perfectionna la tactique dite du boom and zoom, que les pilotes surnommèrent bientôt la chasse à la dinde du Thunderbolt. Au lieu de se livrer à des combats tournoyants, les formations de P-47 grimpaient jusqu'à 30 000 pieds, au-delà de la zone d'efficacité des chasseurs allemands. Quand la Luftwaffe apparaissait en contrebas, les Thunderbolts se retournaient sur le dos et piquaient, atteignant des vitesses rendant tout tir de riposte impossible. Au bas du piquet, les mitrailleuses lourdes américaines entraient en action. Les survivants allemands décrivirent plus tard un mur de plomb, une zone de destruction totale où tout appareil pris dans le cône de tir ne tombait pas. Il se désintégrait. La véritable révélation de cette puissance de feu survint le 17 août 1943, lors du double raid sur Schweinfurt et Ratisbonne, la pénétration la plus profonde en territoire allemand jamais tentée jusque-là. Cette mission allait révéler à la fois les limites du P-47, son autonomie restreinte, même avec réservoir supplémentaire, et son efficacité foudroyante lorsqu'il était employé à bon escient. Le major David Schilling, à la tête du 62e escadron de chasse, intercepta une formation de Messerschmitt 110, chasseurs lourds destinés à abattre les bombardiers B-17 grâce à leur artillerie de canons et de roquettes. Ces bimoteurs allemands, puissamment armés mais peu manœuvrables, étaient les tueurs de bombardiers de la Luftwaffe. Les 4 Thunderbolts de Schilling plongèrent depuis 28 000 pieds. L'unterofficier Heinrich Roth, mitrailleur à bord de l'un des Me-110 rescapés, raconta plus tard lors d'un interrogatoire. « Les chasseurs américains sont tombés sur nous comme des marteaux du ciel. J'ai ouvert le feu à 800 mètres. Bonne touche. J'ai vu mes balles frapper l'aile du chasseur. Le P-47 n'a même pas vacillé. Puis il a tiré. L'avion devant nous s'est littéralement désintégré, non pas abattu, mais détruit. Les ailes se sont détachées du fuselage, la queue arrachée, le cockpit réduit en confetti métallique. En 2 secondes, un Mu-110 n'était plus rien. 8 Messerschmitt 110 furent anéantis en moins d'1 minute. Les pilotes allemands n'avaient jamais affronté une telle concentration de puissance de feu. Chaque P-47 embarquait 425 cartouches par arme, soit un total de 3400 projectiles, représentant près de 900 livres de munitions. À la distance de convergence, généralement fixée à 300 yards, les trajectoires balistiques des 8 mitrailleuses se rejoignaient dans une zone d'environ 6 pieds de diamètre. Tout appareil pris dans ce cône faisait face à 100 projectiles d'un demi-pouce par seconde, chacun filant à 2900 pieds par seconde. Ces munitions incarnaient à elles seules la puissance industrielle américaine. Tandis que les chasseurs allemands devaient composer avec une dotation restreinte de 120 à 200 obus pour un canon de 20 mm, les pilotes américains pouvaient maintenir un tir soutenu pendant plus d'1 demi-minute. La charge standard alternait balles perforantes incendiaires, balles traçantes perforantes incendiaires et munitions ordinaires, formant un mélange conçu à la fois pour détruire et embraser. Le lieutenant-colonel Francis Gabreski, futur as suprême des forces aériennes américaines en Europe avec 28 victoires, décrivit ainsi l'effet de ce feu croisé. Quand vous les touchez avec les 8 mitrailleuses, ils ne tombent pas simplement. Ils explosent. J'ai vu un 109 littéralement tranché en 2, la queue d'un côté, le nez et les ailes de l'autre. Le pilote n'a jamais compris ce qui l'avait frappé. En septembre 1943, la Luftwaffe découvrit une autre réalité terrifiante. Les performances du P-47 s'amélioraient avec l'altitude, tandis que celles des chasseurs allemands s'effondraient. Le moteur double Wasp à turbocompresseur conservait toute sa puissance jusqu'à 30 000 pieds. Les chasseurs allemands, dotés de compresseurs mécaniques à 1 ou 2 étages, voyaient leur rendement chuter au-delà de 25 000 pieds. L'oberleutnant Hans Philipp, l'un des as les plus redoutables de l'Allemagne,
avec 206 victoires, en fit la fatale expérience le 8 octobre 1943. À la tête du Jagdgeschwader 1, il menait une attaque contre une formation de B-17 à 28 000 pieds au-dessus de Brême. Son Focke-Wulf 190 à 6 se montra lourd et rétif dans l'air raréfié. Le moteur BMW 801, si performant à moyenne altitude, suffoquait à près de 6 000 au-dessus du sol. Lorsque les P-47 du 56e groupe de chasse piquèrent depuis 32 000 pieds, les chasseurs allemands devinrent des cibles parfaites. Robert Johnson, désormais pilote aguerri en passe de devenir un as, volait à 31 000 pieds lorsqu'il aperçut le Focke-Wulf distinctif de Philippe, orné d'une peinture de nez élaborée. Son rapport de combat fut d'une froide précision. Ouvert le feu à 300 yards, déflexion 30 degrés. Observer des impacts sur tout le fuselage. L'appareil ennemi a explosé. Aucun parachute aperçu. La mort de Philippe ébranla profondément la Luftwaffe. Si l'un de ses meilleurs, un vétéran de plus de 500 missions sur les fronts de l'Est et de l'Ouest, n'avait pu survivre face au Thunderbolt, quel espoir restait-il aux pilotes ordinaires? Le haut commandement allemand ordonna aussitôt une enquête sur les capacités du P-47. Le rapport, remis au Reichsmarschall Hermann en novembre 1943, fut accablant. Le plafond opérationnel du Thunderbolt dépassait 42 000 pieds, altitude inaccessible à tout chasseur allemand. Sa vitesse en piqué frôlait le mur du son. Son blindage comportait une plaque d'acier de 3/8 de pouce derrière le pilote, un pare-brise par balle d'1 demi-pouce et des déflecteurs blindés autour du moteur. Plus inquiétante encore, sa structure d'une robustesse exceptionnelle lui permettait d'encaisser des dommages suffisants pour détruire 3 chasseurs conventionnels et de rentrer néanmoins à la base. En janvier 1944, une nouvelle version du P-47 arriva en Angleterre, achevant la métamorphose de ce que l'on prenait jadis pour une plaisanterie en véritable cauchemar. Le P-47D-22 était équipé d'une hélice hydromatique Hamilton Standard à pale en forme de pagaie, d'un diamètre de 13 pieds, mordant l'air tels d'énormes avirons. L'amélioration du taux de montée fut immédiate et spectaculaire. Là où les premiers Thunderbolt peinaient à grimper à 2200 pieds par minute au niveau de la mer, cette nouvelle variante atteignait 3000 pieds par minute, égalant voire surpassant les chasseurs allemands à la plupart des altitudes. Cette hélice massive améliora également l'accélération, permettant au P-47 d'emmagasiner plus rapidement de l'énergie en vol horizontal. Le Hauptmann Heinz Knöscher, du Jagdgeschwader 11, vétéran de plus de 200 missions de combat, rencontra ces nouveaux modèles en février 1944 lors d'une interception de bombardiers près de Hanovre. Il nota dans son journal de bord « Les gros chasseurs américains ont appris à grimper. Nous avons intercepté une formation près de Hanovre, convaincus de conserver notre avantage habituel. Ils ont viré vers nous et lorsque nous avons tenté de rompre le combat, ils nous ont suivis jusqu'à 30 000 pieds. Schmidt a été pris et littéralement pulvérisé. Il ne restait de lui que fumée et débris. Ce ne sont plus les mêmes machines dont nous nous moquions l'an passé. L'hélice à pales élargis fit bien plus qu'améliorer les performances. Elle transforma le son même du Thunderbolt. Le grondement caractéristique, né du passage des extrémités de pale à des vitesses supersoniques, résonnait à des kilomètres à la ronde. Les troupes allemandes au sol affirmaient pouvoir identifier l'approche des P-47 rien qu'à leur bruit. Un roulement sourd, menaçant, annonçant la mort venue du ciel. Elles commencèrent à les surnommer Donnerschlag, le coup de tonnerre. En mars 1944, les P-47 équipés de réservoirs externes pouvaient désormais escorter les bombardiers jusque dans les profondeurs de l'Allemagne. La configuration standard emportait 2 réservoirs d'ailes de 108 gallons ou un réservoir ventral de 75 gallons, portant l'autonomie à plus de 1000 milles. Grâce à l'hélice à pales élargis, qui améliorait les performances même en charge, les Thunderbolt pouvaient livrer combat à armes égales dès l'abandon de leur réservoir. La réaction de la Luftwaffe fut de concentrer ses efforts sur les bombardiers, espérant infliger des pertes suffisantes pour mettre un terme à la campagne diurne américaine.
mais cela signifiait traverser l'écran d'escorte des P-47, une entreprise de plus en plus suicidaire. Les pilotes allemands développèrent un respect mêlé de crainte pour ces colosses du ciel. Le major Günther Rall, l'un des plus grands as allemands avec 275 victoires, pour la plupart remportées sur le front de l'Est, survécut à une rencontre avec des P-47 le 6 mars 1944, mais en ressortit grièvement blessé. Il se souvenait plus tard dans une interview d'après-guerre. « Nous les avons vus au-dessus de nous, silhouettes massives se découpant sur le soleil. Quelqu'un a ri en disant « Voilà les cochons volants ». 30 secondes plus tard, plus personne ne riait. Ils sont descendus sur nous comme une avalanche, trop vite pour que nous puissions réagir. Leur première passe a détruit 3 de nos chasseurs, disparus, réduits en débris enflammés. Leurs mitrailleuses ne tiraient pas par rafales comme les nôtres. Elles déversaient des torrents continus de feu. Être pris dans ce flot signifiait la mort instantanée. Les missions d'escorte révélèrent un autre atout du P-47, son endurance. Tandis que les chasseurs allemands, à pleine puissance, consommaient leur carburant à une vitesse alarmante, les gros moteurs radios américains pouvaient croiser efficacement en haute altitude. Les Thunderbolts restaient auprès des bombardiers des heures durant, se relayant pour assurer la couverture tout en conservant assez de carburant pour combattre et rentrer à la base. À mesure que les P-51 Mustang arrivaient pour assurer les escortes à long rayon d'action au printemps 1944, les unités de P-47 se réorientèrent vers l'attaque au sol, un rôle qui allait en faire les appareils les plus redoutés de l'arsenal allemand. La transition s'amorça véritablement en avril 1944, alors que les Alliés préparaient l'invasion de la France. La batterie de mitrailleuses lourdes du Thunderbolt se révéla tout aussi dévastatrice contre les cibles terrestres. Les munitions perforantes incendiaires standards pouvaient percer le blindage supérieur de la plupart des véhicules allemands, tandis que le volume de feu suffisant à anéantir des cibles légères en quelques secondes. Une rafale de 2 secondes projetait 160 projectiles d'un demi-pouce sur une zone de la taille d'un camion. Mais ce furent les bombes et les roquettes qui transformèrent le P-47 en véritable monstre polyvalent. La version D-25 pouvait emporter 2 bombes d'1 tonne sous les ailes et une de 500 livres sous le fuselage, une charge équivalente à celle des bombardiers moyens du début de la guerre. Les versions ultérieures ajoutèrent 10 roquettes de 5 pouces Ashvar, chacune comparable à un obus d'artillerie de 105 mm. L'Oberst Hans von Locke, commandant le 125e régiment de panzergrenadiers durant la campagne de Normandie, fit lui-même l'expérience des attaques au sol des P-47. Ils arrivaient si bas qu'on distinguait les visages des pilotes. Le bruit était terrifiant. Moteurs rugissants, roquettes hurlantes, puis le marteau des mitrailleuses lourdes. Une colonne entière de camions disparus, réduite à un amas de flammes, 20 véhicules anéantis en une seule passe. L'effet psychologique sur les hommes fut dévastateur. On les appelait les jabots, chasseurs bombardiers, mais cela allait bien au-delà. C'était de l'artillerie volante, dotée de la précision de tireurs d'élite. Le 6 juin 1944, la Luftwaffe découvrit combien l'équilibre des forces avait basculé. Plus de 500 P-47 assurèrent la couverture aérienne du débarquement, formant une voûte impénétrable au-dessus des plages. Les chasseurs allemands qui tentèrent de rejoindre les zones de débarquement furent massacrés. L'Oberleutnant Wolfgang Fischer de la Jagdgeschwader II, l'un des 3 seuls pilotes allemands à atteindre les plages ce jour-là, rapporta « Le ciel appartenait aux Américains. Les Thunderbolts étaient empilés du niveau de la mer jusqu'à 30 000 pieds. Nous avons tenté une percée à l'aube. 12 chasseurs de notre groupe. Je fus le seul à revenir. Les P-47 nous attendaient à chaque altitude. Impossible de les dépasser, impossible de plonger sous eux. Leurs mitrailleuses transformaient nos avions en pluie d'aluminium. » Dans les semaines qui suivirent le jour J, les P-47 anéantirent systématiquement tout mouvement allemand de jour. Les chiffres donnaient le vertige. Rien qu'en juin, les Thunderbolts de la 9e Air Force revendiquèrent la destruction de 651 locomotives, 3847 camions, 512 chars
et véhicules blindés, ainsi que 4553 véhicules hippomobiles. La Wehrmacht fut contrainte de se déplacer uniquement de nuit, entravant gravement sa capacité à réagir aux offensives alliées. Les Allemands tentèrent tout pour contrer la menace des Thunderbolt. Ils renforcèrent le blindage de leurs véhicules, multiplièrent les canons anti-aériens, mirent au point de nouvelles techniques de camouflage. Rien n'y fit. L'alliance redoutable de la vitesse, du blindage et de la puissance de feu du P-47 les rendait presque invincibles. Même les redoutés canons anti-aériens de 88 mm peinaient à suivre la trajectoire fulgurante de ces chasseurs volant à basse altitude. Tandis qu'il semait la dévastation en Europe, le P-47 prouvait simultanément sa valeur sur le théâtre du Pacifique. Le 348e groupe de chasse, opérant depuis la Nouvelle-Guinée, découvrit que les qualités du Thunderbolt s'adaptaient à merveille aux immenses distances et aux conditions extrêmes de la guerre du Pacifique. Le colonel Neil Kirby, à la tête du 348e, élabora des tactiques spécialement conçues pour ce front. Le 11 octobre 1943, le colonel Kirby mena 4 P-47 contre 40 appareils japonais au-dessus de Wewak, abattant à lui seul 6 avions ennemis au cours d'une seule mission, exploit qui lui valut la médaille d'honneur. Les Japonais, habitués à affronter des chasseurs américains agiles mais fragiles, n'étaient nullement préparés à la combinaison de puissance de feu et de robustesse du P-47. L'as Saburo Sakai, qui croisa des Thunderbolts au-dessus de la Nouvelle-Guinée, écrivit plus tard « Nous les appelions des monstres. Nos canons de 20 mm, capables de réduire un P-40 en miettes en quelques impacts, semblaient impuissants. J'ai logé des dizaines d'obus dans un Thunderbolt et je l'ai vu s'éloigner indemne. Leur riposte était terrifiante, des torrents de balles lourdes qui déchiraient les avions. » Le P-47N, conçu spécialement pour le Pacifique, se distinguait par une capacité accrue en carburant grâce à des ailes étanches contenant chacune 93 gallons, portant son rayon d'action à 2350 000. Cette version escortait les B-29 jusqu'au Japon, prouvant que le chasseur aux courtes pattes de 1943 était devenu une véritable arme à long rayon d'action. La consécration suprême de cette évolution vint lors de ses affrontements avec les chasseurs à réaction allemands. Le Messerschmitt. Me 262, atteignant une vitesse maximale de 540 milles à l'heure, aurait dû être intouchable pour un avion à hélice. Mais les pilotes de Thunderbolt découvrirent qu'ils pouvaient les intercepter dans 2 situations, au décollage et à l'atterrissage, lorsque les jets étaient les plus vulnérables, et lors de piquets vertigineux depuis les hautes altitudes. Le 27 novembre 1944, le lieutenant-colonel John C. Meyer, du 352e groupe de chasse, devint l'un des premiers pilotes à abattre un Me 262 avec un P-47. En piquant depuis 28 000 pieds, le Thunderbolt de Meyer atteignit près de 500 milles à l'heure, vitesse suffisante pour rattraper le jet en vol horizontal. Le pilote allemand, sûr de sa supériorité, ne vit pas le P-47 fondre sur lui avant que Meyer n'ouvre le feu à 400 yards. Dans son rapport de combat, Meyer nota « L'appareil ennemi s'est désintégré sous le tir. De larges fragments, dont les 2 moteurs, se sont détachés du fuselage. Le pilote n'a pas survécu. La puissance concentrée des 8 mitrailleuses de calibre 50 s'est révélée bien plus efficace que prévu contre les avions à réaction. » Au début de 1945, des versions spécialisées P-47M furent déployées pour contrer les jets allemands et les bombes volantes V1. Grâce à l'injection au méthanol portant la puissance à 2800 chevaux et à une aérodynamique affinée, ces Thunderbolt ultimes atteignaient 470 000 à l'heure en vol horizontal à 30 000 pieds, vitesse suffisante pour intercepter même des jets dans certaines conditions. Le major George Bostwick, commandant le 63e escadron de chasse équipé de P-47, abattit 2 Me 262 en mars 1945. Son rapport tactique mettait l'accent sur la puissance de feu plutôt que sur la vitesse. Les jets sont plus rapides, mais ils ne peuvent ni virer serré, ni encaisser.
une bonne rafale de nos mitrailleuses, et ils se disloquent comme du papier. Ils doivent ralentir pour attaquer les bombardiers. C'est là que nous les cueillons. La démonstration ultime de la puissance industrielle américaine eut lieu lors de l'opération Bodenplatte, la tentative désespérée de la Luftwaffe pour anéantir la puissance aérienne alliée, le 1er janvier 1945. Près de 900 chasseurs allemands, parmi les meilleurs encore en service, lancèrent une attaque surprise sur les aérodromes alliés de Belgique et des Pays-Bas. Sur la base Idrigai 34, près de Metz, où était stationné le 365e groupe de chasse et ses P-47, l'assaut réussit d'abord. Les avions ennemis détruisirent 22 Thunderbolt au sol, ainsi que plusieurs autres appareils. Un pilote allemand capturé, conduit au poste de commandement, montra les carcasses fumantes et lança goguenard. « Que pensez-vous de cela ?» La réplique du major George Brookings devint légendaire dans toute la 9e armée de l'air. Il désigna la ligne de vol où les équipes techniques repoussaient déjà les épaves pour préparer la place aux nouveaux appareils. « Demain, nous en aurons 49. Combien de temps vous faudra-t-il pour remplacer vos pilotes ?» Le sourire du prisonnier s'effaça. En moins de 48 heures, des P-47D-40 tout juste sortis d'usine arrivaient d'Angleterre pour regarnir la base. La Luftwaffe perdit 271 appareils et 213 pilotes lors de Bodenplatte, parmi lesquels nombre d'instructeurs et de commandants irremplaçables. Ces pertes, jamais elle ne put les compenser. Les Américains, eux, perdirent 134 avions sur l'ensemble des aérodromes attaqués, tous remplacés en moins d'une semaine. Les chiffres scellaient l'issue inéluctable du conflit. Republic Aviation produisit 15 683 P-47 durant la guerre, plus que tout autre chasseur américain. À son apogée, l'usine de Farmingdale, sur Long Island, sortait un Thunderbolt chaque heure, jour et nuit. L'usine d'Evansville, dans l'Indiana, érigée sur des terres vierges en 1942, produisait, dès 1944, 500 avions par mois. Chaque P-47D nécessitait 65 000 pièces distinctes, 8 000 de câblage électrique, 2 000 livres d'aluminium et 300 livres de caoutchouc. Le moteur à lui seul comptait 2 400 composants usinés avec une précision au millième de pouce. Et pourtant, les ouvriers américains, dont nombre de femmes qui, avant Pearl Harbor, n'avaient jamais aperçu un avion de près, assemblaient ces machines d'une complexité prodigieuse avec une rigueur dépassant les normes du temps de paix. La production de munitions était tout aussi vertigineuse. Chaque mission de P-47 nécessitait 3 400 cartouches de calibre 50. Avec des centaines de Thunderbolt effectuant des sorties quotidiennes, la consommation mensuelle dépassait les 10 millions de cartouches à la mi-1944. L'arsenal de Lake City, dans le Missouri, l'une des nombreuses usines de munitions, en produisait 30 millions par mois. Chaque douille était fabriquée avec des tolérances mesurées au dixième de millimètre, garantissant une alimentation sans faille des mitrailleuses synchronisées. La consommation de carburant était titanesque. Chaque Thunderbolt brûlait 100 gallons à l'heure en vol normal et jusqu'à 300 en combat lorsque l'injection d'eau était activée. La 9e Air Force à elle seule consommait plus de 25 millions de gallons d'essence d'aviation par mois à la fin de 1944. Tout ce carburant traversait l'Atlantique à bord de pétroliers, eux-mêmes issus de la prodigieuse industrie de masse américaine. Plus impressionnante encore que la production d'avions fut la formation des pilotes. En 1944, les États-Unis diplômaient chaque année 30 000 pilotes issus de l'entraînement avancé, plus que l'Allemagne n'en forma durant toute la guerre. Chaque pilote de P-47 recevait un minimum de 400 heures de vol avant d'entrer en combat, dont 100 dans des chasseurs avancés. Les pilotes allemands, à l'inverse, se retrouvaient engagés avec moins de 100 heures de vol total à la fin du conflit. La différence de qualité se manifesta aussitôt dans les airs. Les aviateurs américains arrivaient en Europe aguerris au vol en formation, à la navigation aux instruments, aux tirs et aux tactiques de combat. Ils s'étaient exercés contre des appareils allemands capturés, connaissant les forces et faiblesses de leurs adversaires. Ils maîtrisaient leurs machines jusque dans leurs moindres circuits,
après avoir étudié des manuels techniques que les pilotes allemands ne virent jamais. Le lieutenant Eugene Roberts, arrivé en Angleterre en septembre 1944, incarnait à lui seul cette supériorité de formation. J'avais 420 heures inscrites dans mon carnet de vol, dont 75 sur P-47. J'avais tiré sur des cibles tractées, pratiqué le tir en déflexion, étudié des films de caméras de bord issus de véritables combats. Lors de ma première mission, je savais exactement quoi faire. Le pilote allemand que j'ai affronté n'avait sans doute pas la moitié de mon expérience. Ce n'était même pas un combat équitable. En mars 1945, l'Oberstleutnant Joseph Priller, le même qui, 2 ans plus tôt, raillait les P-47 en les qualifiant de vaches pleines, fut interrogé par des agents de propagande allemands cherchant à remonter le moral des troupes. Sa déclaration, jugée trop démoralisante pour être publiée, révélait le changement complet d'attitude au sein de la Luftwaffe. Le Thunderbolt est le meilleur chasseur-bombardier jamais construit. Sa puissance de feu est sans précédent. Ses armes ne s'enrayent jamais, ne surchauffent jamais, ne manquent jamais de munitions en combat normal. Il emporte des bombes comme un bombardier moyen, tire des roquettes comme une batterie d'artillerie et combat en chasseur quand il le faut. Mais au-delà de la machine, il incarne la production illimitée de l'Amérique. Ils en perdent 10, ils en construisent 20. Nous en perdons un, il est perdu à jamais. Leurs pilotes arrivent mieux formés que nos instructeurs. Ils ont du carburant pour s'entraîner, des munitions pour pratiquer, des pièces de rechange pour tout. Nous n'avons que le courage, et le courage sans ressources n'est qu'une défaite différée. Nous les avons tournés en ridicule en 1943. Nous ne rions plus aujourd'hui. Quand on entend leurs mitrailleuses, on sait que la mort approche. Leur son nous hante, mécanique, précis, implacable. Comme tout ce qui vient d'Amérique, c'est la suprématie matérielle portée à son paroxysme. Ils ne nous ont pas vaincus par de meilleures tactiques ni par des pilotes plus braves. Ils nous ont ensevelis sous une avalanche d'acier et de plomb. En avril 1945, la Luftwaffe n'existait plus que sur le papier. Les pénuries de carburant clouaient la plupart des avions au sol. Les pilotes expérimentés étaient morts ou capturés. Les aérodromes n'étaient plus que des champs criblés de cratères. Et même avec des avions et du carburant, les Allemands affrontaient une équation impossible. Attaquer signifiait affronter des formations de P-47 qui dominaient chaque altitude, du sol jusqu'à 40 000 pieds. Le Feldwebel Klaus Brettschneider, l'un des derniers pilotes allemands formés en 1945, ne mena qu'une seule mission avant la fin de la guerre. Sa rencontre avec des P-47 au-dessus de Leipzig dura 12 secondes. Je les ai vus plonger d'en haut, 4 Thunderbolts en formation parfaite. J'ai tenté de virer, mais ils étaient trop rapides. Le chef ouvrit le feu à 500 mètres. Mon avion trembla comme frappé par des marteaux. Le moteur explosa, les ailes se détachèrent. J'ai à peine eu le temps de m'éjecter. Sous mon parachute, j'ai vu ma staffelle entière anéantie. 6 chasseurs détruits en moins d'1 minute. Le ciel pleuvait d'aluminium en flammes et de corps. L'impact psychologique, lui, fut total. Les pilotes allemands développèrent ce que les médecins militaires appelèrent la fièvre Jabot, un syndrome de stress manifeste dès que des Thunderbolts étaient signalés dans la région. Des vétérans qui avaient affronté Spitfires et Hurricane sans la moindre appréhension tombaient malades avant les missions contre les P-47. Le grondement caractéristique des Thunderbolts approchant semait la panique parmi les troupes au sol, qui savaient que la survie dépendait d'une seule chose, trouver un abri immédiat. Les statistiques finales des opérations des P-47 défient l'entendement. En Europe, 3752 avions allemands furent détruits en combat aérien, 3315 anéantis au sol et 86 000 wagons de chemin de fer réduits à néant. 9 000 locomotives détruites, 6 000 véhicules blindés anéantis, 68 000 camions réduits à l'état d'épave, 60 000 véhicules hippomobiles pulvérisés. Dans le Pacifique, 697 avions japonais abattus en combat aérien, 150 détruits au sol, 1500 véhicules anéantis, 150 locomotives neutralisées, sans compter les innombrables barges, navires et installations détruits. La 9e Air Force
équipé principalement de P-47, effectua 213 873 sorties de combat, largua 120 000 tonnes de bombes, tira 135 millions de cartouches et lança 60 000 roquettes. Les unités de Thunderbolt atteignirent un ratio de victoire de 4,6 contre 1 tout en maintenant le taux de perte le plus faible de tous les chasseurs-bombardiers alliés. Derrière ces chiffres se cachait un tribut humain considérable. La Luftwaffe perdit environ 28 000 pilotes tués au combat contre les forces alliées occidentales. Nombre d'entre eux succombèrent sous le feu concentré des mitrailleuses lourdes américaines. Chaque perte représentait des années de formation que l'Allemagne ne pouvait plus remplacer. À la fin de la guerre, le pilote de chasse allemand moyen comptait moins de 30 heures d'expérience de combat, tandis que le pilote de chasse américain moyen comptait plus de 30 heures d'expérience de combat. P-47 en totalisait plus de 200. Au centre d'interrogatoire de la Luftwaffe à Oberursel, les pilotes alliés capturés étaient longuement débriefés par le renseignement allemand. Les archives, saisies en 1945, révélèrent les évaluations allemandes des avions alliés. Le dossier consacré au P-47, mis à jour continuellement durant le conflit, témoigne d'un renversement complet de perception. Avril 1943, chasseurs lourds, peu manœuvrables, inférieurs aux appareils allemands dans tous les paramètres de performance, à l'exception de la vitesse en piqué. Armement de mitrailleuses, jugé insuffisant face aux chasseurs à canon. Évaluation, menace minimale. Décembre 1943, performance exceptionnelle en haute altitude. Structure d'une solidité remarquable. Puissance de feu de plus en plus préoccupante. Les pilotes montrent des tactiques améliorées. Évaluation, menace significative au-dessus de 25 000 pieds. Juin 1944, chasseur bombardier dominant. Supérieur à tous les modèles allemands au-dessus de 20 000 pieds. Puissance de feu dévastatrice contre tout type de cible. Structure si robuste qu'il devient extrêmement difficile à abattre. Évaluation. Menace critique à toutes altitudes. Mars 1945, meilleur chasseur bombardier de la guerre. Alliance inégalée de puissance de feu, de résistance et de performance. Qualité des pilotes exceptionnelle. Évaluation. Engagement direct suicidaire. En 1985, lors d'une réunion entre anciens pilotes allemands et américains à Phoenix, en Arizona, d'anciens adversaires se retrouvèrent enfin dans la paix. Le général-lieutenant Adolf Galland, ancien chef des chasseurs de la Luftwaffe, fut interrogé sur le P-47. Sa réponse, enregistrée sur vidéo, traduisit la métamorphose complète des perceptions. Nous avons commis une erreur tragique en 1943. Nous avons vu ce chasseur massif et nous avons ri. Les Américains ne comprennent rien au combat aérien, disions-nous. Ils ont construit un bombardier et l'ont appelé chasseur. Mais c'est nous qui n'avions rien compris. Les Américains n'ont pas cherché à construire un chasseur européen. Ils ont conçu un chasseur américain, pensé pour la production, la puissance de feu et la survivabilité. Ils avaient compris que dans une guerre d'usure, l'appareil capable d'encaisser les coups et de rendre l'appareil triompherait. Et ils avaient raison. La première fois que j'ai piloté un P-47 capturé après la guerre, tout est devenu clair. Sa puissance était prodigieuse. Il montait comme s'il tombait vers le ciel. Le cockpit était confortable, la visibilité parfaite, les commandes précises, un avion de pilote enveloppé d'acier. Mais ce qui m'a le plus impressionné, c'est de réaliser que l'Amérique avait construit plus de 15 000 de ces machines complexes tout en menant une guerre sur 2 océans. Chacun d'eux nécessitait un moteur plus sophistiqué que tout ce que nous produisions en Allemagne, et pourtant, ils les assemblaient plus vite que nous ne construisions nos chasseurs légers. C'est à ce moment-là que j'ai compris que nous n'avions jamais eu la moindre chance. Ces mitrailleuses, nous les appelions le piano de Roosevelt à cause de leur cadence infernale. Une fois ce son entendu, on ne l'oublie jamais. Beaucoup de mes amis l'ont entendu pour la dernière fois. Le P-47 n'a pas seulement vaincu la Luftwaffe, il l'a anéantie. Le P-47 incarnait à la perfection la philosophie industrielle américaine. Une ingénierie de force brute soutenue par des ressources illimitées. Chaque composant était surdimensionné, surmotorisé et surconstruit. Les longerons d'ailes pouvaient supporter 40 000 livres,
soit 3 fois le poids total de l'appareil en charge. Le bâtimoteur pouvait encaisser 12 fois la force de gravité. Les câbles de commande étaient doublés sur toute leur longueur avec des systèmes de secours automatiques. Le dispositif d'alimentation en munitions, à lui seul, relevait du prodige d'ingénierie. 8 caissons distincts, contenant chacun 425 cartouches, étaient reliés à des moteurs d'alimentation électrique empêchant tout enrayement lors des manœuvres à fort facteur de charge. Les mitrailleuses étaient chauffées électriquement pour éviter le gel en haute altitude. Chacune possédait son propre mécanisme d'armement et pouvait être synchronisée individuellement. La convergence était réglable entre 150 et 400 yards, permettant aux pilotes d'adapter le tir à leur distance d'engagement favorite. Même après la guerre, certains vétérans allemands soutinrent que le P-47 l'avait emporté par le nombre et non par la qualité, affirmant que les chasseurs allemands demeuraient techniquement supérieurs, mais submergés par la quantité. Les rapports de combat racontent pourtant une toute autre histoire. Dans les affrontements à forces égales, le P-47 l'emportait presque toujours. Son armement de mitrailleuses lourdes, jadis jugé inférieur au canon, se révéla en réalité bien plus redoutable au combat. L'analyse des films de caméras de tir expliqua ce paradoxe. Les obus de canon, plus destructeurs individuellement, exigeaient une précision extrême et disposaient d'un stock limité, souvent entre 120-200 projectiles au total. Les armes du P-47, elles, tissaient un véritable nuage de balles, assurant des impacts même en cas de visée imparfaite. À la distance moyenne d'engagement, une rafale de 2 secondes projetait au moins 20 balles sur un appareil ennemi, de quoi garantir sa destruction. Les munitions américaines elles-mêmes étaient supérieures. Les balles perforantes incendiaires de calibre 50 utilisaient une fusée à retardement, assurant la pénétration avant déflagration. Le composé incendiaire brûlait à près de 3000 degrés Fahrenheit, suffisamment pour enflammer les structures en aluminium. Les obus allemands de 20 mm, plus lourds, explosaient souvent à l'impact, provoquant des éclats spectaculaires, mais parfois sans dégâts létaux. Le P-47 Thunderbolt demeure le chasseur monomoteur à piston le plus lourd jamais produit en série. À vide, il pesait 10 000 livres, davantage que le poids total de certains chasseurs bimoteurs. Son moteur développait plus de puissance qu'une formation entière de bombardiers de la guerre précédente. Son armement délivrait plus de feu qu'une section d'infanterie. Et pourtant, il fut construit par milliers, piloté par des jeunes à peine sortis du lycée et entretenu en conditions de guerre par des mécaniciens formés en quelques semaines. La métamorphose de l'opinion allemande, passée de la dérision à la terreur, ne prit guère plus de 2 ans. En si peu de temps, la bouteille de lait volante devint l'avion le plus redouté de toute l'expérience de la Luftwaffe. Des vétérans qui avaient affronté Spitfires, Hurricanes et Yaks soviétiques sans faiblir évoquaient encore des décennies plus tard les P-47 avec une voix empreinte de respect et de crainte. Au musée de l'armée de l'air des États-Unis, à Dayton, dans l'Ohio, un P-47D restauré trône parmi d'autres chasseurs légendaires. Sa plaque indique les caractéristiques et les hauts faits de l'appareil. Mais la véritable histoire se lit dans une modeste vitrine. Quelques douilles de calibre 50 tirées au combat et une bande de films de caméras de tir montrant un Focke-Wulf 190 se désintégrant sous le feu. Sous cette vitrine figure une citation tirée d'un rapport d'interrogatoire de 1945 attribué à un pilote allemand demeuré anonyme. « Nous avons ri lorsque nous les avons vus pour la première fois. De gros chasseurs américains, laids, incapables de tourner, de grimper, de combattre. Nous avons cessé de rire en réalisant qu'ils n'avaient pas besoin de tourner ni de grimper. Ils se contentaient de pointer leurs canons, et vous cessiez d'exister. Le rire est mort avec nos camarades. » Le P-47 Thunderbolt entra en guerre sous les colibets et la termina en instrument d'anéantissement. Entre les deux, 8 mitrailleuses Browning synchronisées réécrivirent les lois du combat aérien et ensevelirent la Luftwaffe sous un déluge de plomb. Les pilotes allemands s'étaient moqués du massif chasseur américain en avril 1943. En mai 1945, il n'en restait plus aucun pour en rire. Le tonnerre avait parlé et le ciel appartenait à l'Amérique.